Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours de modern jazz. Et le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste talentueux qui a débuté dans différents cafés-théâtres parisiens. Il a commencé par une carrière d'animateur sur Beurre FM, puis il est repéré par Jamel Debbouze qui lui propose d'intégrer le Jamel Comedy Club. Il a su conquérir le public et le jury avec son humour à la France, à un incroyable talent où il décroche même le Golden Buzzer. Il joue également la comédie aux côtés de Nawel Madani dans son film C'est tout pour moi. On le retrouve souvent sur le plateau de Vendredi tout est permis. L'année dernière, il décide de monter son spectacle Vérité qui se joue à Apollo. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir Tarek. Bonjour Tarek. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Déjà, est-ce que j'ai une bonne intro? Est-ce que je me suis plantée ou pas? Tu t'es implanté en rien du tout. Waouh. Vraiment, tout est bon, tout est nickel, tout est bien résumé. Non, j'ai rien à dire. C'est fini là alors. Là on peut partir. Merci. C'est court, hein. Je pensais que c'était une petite demi-heure, mais en fait c'est 5 minutes. Non, c'est exactement bien résumé. C'est une partie de ma carrière. Voilà. Enfin, c'est la partie qu'on voit. C'est ça. C'est la partie qu'on a vue parce que tout le travail foncier on le voit pas. Des gens ils pensent que c'est des enchaînements de radio, télé. Et puis pop-up, on arrive direct, on fait des salles et tout. Et non, on va en parler de ce fameux travail acharné, parce que je sais que tu es un mec acharné. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà, merci et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. D'avoir accepté mon invitation. Alors, le début de Tarek, son parcours. Le début de Tarek, mon parcours... Moi, j'avais pas un avenir d'humoriste qui était prévu pour moi. Moi, je devais être médecin parce que j'ai fait des études de médecine, j'ai passé le concours, je l'ai eu mon concours de médecine et je devais être médecin moi. Et bon, c'est pas que je m'ennuyais, mais je sentais que j'étais intelligent, j'avais les capacités, mais j'étais pas. Ah oui, parce que pour décrocher le concours de médecine. Ouais, mais c'était pas le truc qui t'animait. Qui m'animait vraiment, la flamme intérieure que j'avais en moi, parce que depuis tout petit, j'avais une espèce de flamme intérieure sur le théâtre, sur la télé, sur le cinéma. C'est des choses qui me fascinaient. Je crois que ce qui me fascinait le plus, c'est que les gens qui faisaient de la télé, du cinéma ou de la radio, c'est les émotions qu'ils arrivaient à provoquer chez les gens. Je trouvais ça incroyable. Je me disais, comment ça marche, ouais. Comment ça fonctionne? Pourquoi comment on fait pleurer? Comment on fait rire les gens? Et j'ai toujours été... Dans ma vie, même de tous les jours, je déteste ne pas comprendre comment quelque chose ne fonctionne pas. J'ai passé 10 minutes à ouvrir une sucette tout à l'heure. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas s'ouvrir. Et en fait, je me prends la tête à essayer de savoir pourquoi les choses fonctionnent. Et ça m'a attiré. Je pense que la première confrontation que j'ai eue avec le théâtre, ça j'en parle rarement. Je crois que j'ai jamais raconté cette histoire d'ailleurs. Une exclue au micro. Ouais, c'est une exclue. C'est une exclue. J'étais en CM1 et ma maîtresse, Madame Companis, nous dit venez, je vous emmène à la cartoucherie à Vincennes voir un spectacle. Et elle dit c'est un spectacle de sourds et muets parce que sa fille était sourde et muette et c'était une pièce de théâtre de sourds et muets. Et j'étais très petit. Elle avait demandé qui voulait faire la sortie. Il y avait peu d'élèves qui avaient accepté de faire la sortie. Et moi, mon père m'avait inscrit dans cette sortie. J'y suis allé. C'est à la cartoucherie, je m'en souviens. Et je monte dans cette petite salle, dans le château, en fait. Parce que c'est dans le château de Vincennes. Donc CM1, t'as 9 ans. Ouais, j'ai 9 ans. Et j'arrive, 8-9 ans. Et j'arrive dans cette petite salle de théâtre. Je regarde cette pièce de théâtre où il y a pas de son. Et tout est en langage des signes. Et au bout d'un moment, c'est bête ce que je veux dire, mais j'entends ce qu'ils disent, en fait. C'est-à-dire que je comprends pas les langages des signes. Je comprends pas... j'ai jamais été confronté à ça. C'est la première fois de ma vie que je rencontre des gens qui étaient sourds et muets. Pour moi, c'était la première fois que je les voyais physiquement. J'en avais vu, bien sûr, télé, tout ça. Mais là, je les voyais. Et en fait, au fur et à mesure où je rentrais dans la pièce, j'entendais ce qu'il disait pas. Tu comprenais ce qu'il racontait. Ouais, je comprenais ce qu'il racontait. Et ça avait une espèce de son... Parce que c'était des mains qui bougent, des corps qui bougent, et ça voulait dire quelque chose. Donc et en fait, ont réussi à te communiquer un peu toute leur histoire. Exactement. Et j'ai dit, et je me souviens, j'étais en voiture avec mon père au retour, et je lui raconte, et je lui dis, c'était incroyable. Je dis, c'était super. Il me dit, toi, tu devrais faire ça parce que souvent, tu pleures pour rien. Mon père disait, t'as des larmes de crocodile, je me souviens, parce que je pleurais beaucoup quand j'étais petit.
Et pour rien, j'étais un peu un capricieux, je pleurais beaucoup pour rien. Il me dit ouais, toi tu pourrais le faire parce que et c'est resté dans ma tête des années, sans me dire que j'allais faire ça et un jour voilà. Et un jour, donc 9 ans, tu vas avoir cette petite pièce en langage des signes, puis ensuite tu poursuis tes études. Je poursuis mes études tu passes médecine, et après bah non mais en fait comment t'as mis le pied dedans? Bah en fait c'est parti c'était en première année une jeune fille qui s'appelle BI on était ensemble et je dis jeune fille genre mec non c'était un peu ma copine et en fait je faisais rire en amphi. Je me souviens quand j'arrivais à l'amphi à Bobigny, moi je me mettais toujours tout en haut de l'amphi et donc je faisais mes vannes, je faisais des vannes, je passais mon temps à faire des vannes, voilà, j'aimais bien rigoler, taper des barres avec tout le monde et un jour, cette pote-là, enfin cette ex-petite amie, elle me dit « Mais pourquoi tu fais ça tous les jours devant nous ici, alors que tu pourrais le faire sur scène ?» Je dis « Mais non, la scène, c'est pas pour moi. » Enfin, tu vois. Ouais. Bref, c'est pas mon truc, quoi. Et elle me dit « Si, vas-y, essaye et tout. » Elle me dit « J'en suis sûr que tu serais pas capable. Il faut jamais me dire ça, moi. » J'ai dit « Bah si, vas-y. Bah tu sais quoi, vas-y, m'inscris-moi où tu veux, je le fais. » Et puis à l'époque, il y avait l'officiel des spectacles, je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Ça coûtait 2 francs ou 5 francs. 2 francs, je crois. 2 francs. Et tu cherchais des scènes ouvertes comme ça. Et elle a trouvé un truc. Je me souviens, c'était au Bec Fin. Et elle avait appelé. Le théâtre du Bec Fin. Ma mère, elle a joué. Ouais. Et elle avait appelé le théâtre du Bec Fin et je suis parti jouer là-bas. Et quand je suis monté sur scène, j'ai eu une adrénaline assez bizarre. C'était fou, quoi. Et tu es monté sur scène avec un texte que tu as écrit? J'avais écrit une ligne, je me souviens. J'avais écrit une ligne et tout le reste, je l'avais improvisé. C'était que de l'improvisation? Que de l'impro, ouais. Que de l'impro. J'avais à peu près l'idée de ce que je voulais faire, mais j'avais écrit une ligne. Je me souviens, c'était un sketch sur les séries télé de l'époque. Mais je décryptais un peu les séries télé et j'avais tout le reste improvisé, mais j'avais genre 2 phrases, quoi. Et tout le reste, j'improvisais. Donc là, le premier sketch, tu t'aperçois que ça match avec le public? Ça match avec le public. En fait, ça match avec le public, mais c'est surtout l'espèce d'adrénaline. Espèce d'excitation, de trucs mélangés, d'orgasme, d'émotions, de joie, de peur. Et ça crée un truc, waouh, je veux encore une dose. Je veux une autre dose de ça. J'en veux et j'en veux et j'en veux. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Mais après, j'ai fait une pause. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé en 98 sur les scènes ouvertes, en même temps arrivaient Jamel, Gad, Michael Youn, Eric Ramsey, Eli et Dieudonné. Enfin, toute cette équipe-là, c'était impossible. Enfin, pour moi, à l'époque, c'était de me faire sa place, de rivaliser. Et puis, il n'y avait pas autant de comédie club. Oui, c'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas de comédie club. C'était la télé ou rien, ou la radio ou rien. Et donc, ils monopolisaient tous les secteurs. C'était impossible. Et comme j'étais dans mes études, je fais une pause, j'arrête. Et j'ai fait ça 1 an et après, j'ai arrêté pendant très longtemps, jusqu'en 2008 à peu près. Et en 2008, ça te manque Ça me manque. Ça me manque, c'est en moi. J'ai envie, mais je passe pas le cap parce que je vois les Jamel Comedy Club, je vois les Thomas Njol, Fabrice Eboué. Dans ma tête, je suis convaincu que j'ai loupé le train. Je me dis, j'ai loupé un train. Je me suis pas assez accroché, j'ai loupé un train. J'étais encore étudiant, j'étais animateur radio sur Beurre FM, je faisais que les week-ends à l'époque. J'étais réalisateur, c'était un job d'étudiant au début, parce que maintenant c'est devenu carrément mon métier. Mais voilà, je voyais les gens passer comme ça, évoluer, voir des nouveaux humoristes, le stand-up arriver, j'étais pas dedans. Bien sûr que j'avais cette petite frustration, mais j'étais quand même résigné en me disant, c'est pas grave. Écoute, entre-temps, je suis posé avec la mère de ma fille de l'époque, enfin, la mère de ma fille, j'étais avec elle, on n'avait pas encore lié, mais on était posés, j'avais une vie pépère, quoi. Tranquille, la fac, l'hôpital, la maison, enfin, j'avais un truc cool, la radio le week-end, et tout a basculé. C'est là, on y va, on y est. Tout a basculé, où un jour, je reçois Boudère. Je reçois Boudère pour la promotion de son spectacle. Son tout premier spectacle, il sortait le DVD. Et donc, je reçois Boudère. Et Boudère, il m'avait croisé dans les débuts, dans les années 98, 97. Et il me dit, mais tu montes plus sur scène? Je dis, non, j'ai arrêté. C'est mort, quoi. J'ai laissé passer un truc, Boudère, c'est mort. Il me dit, mais t'es malade. Il me dit, mais t'étais marrant. T'avais un truc. Essaye de remonter sur scène. Je suis, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas monté. Il me dit, non, essaye. Il me dit, écoute, je vais te présenter une copine à moi qui fait des plateaux d'humour. Est-ce que tu veux participer, t'écris un truc et tu joues chez elle? Je dis, vas-y, présente-la moi. Et en fait, c'est là où vraiment tout est parti très vite, en fait. Boudère me présente Samia Orozman. Samia Orozman me présente Phil Darwin. Entre-temps, je construis un premier petit spectacle, pas
trop marrant, mais qui tient un peu la route, ultra communautaire, c'est en plus. Je prépare ce spectacle-là. Quand je le joue, Boudère envoie Kader Aoun à mon spectacle. Kader Aoun voit mon spectacle, il aime pas mon spectacle. Il aime pas. Il aime pas. Il dit non, pas terrible. Il dit non, trop communautaire. C'est ce que j'allais te dire. Moi et Jamel, on l'a fait pendant 20 ans. Mais laisse tomber, ça ne marchera pas. Mais t'as un truc. Il me dit, t'as un truc avec l'impro, t'as un truc, t'es à l'aise sur scène, c'est impressionnant. Viens dans mon comedy club au Paname. Et je vais au Paname pour la première fois comme ça. Donc en fait, tout se fait assez rapidement. Je rencontre toutes ces personnes, je construis le spectacle, je rencontre Boudère qui m'envoie machin, tac, bim bam boum, je me retrouve au Paname. Et là, je rentre dans la salle du temps du Paname. Et là, je reconstruis tout. Tout le personnage, tout le spectacle, Incroyable. Toute la vie. Je me marie entre-temps. Donc, je suis au Paname, je deviens un comédien, mais sans avoir de lumière. Je suis encore dans la cave, quoi. Et tu gagnes pas ta vie. Et je gagne pas ma vie. Non, on va pas se mentir, je gagnais pas ma vie. Donc, je jouais vraiment comme ça pour le kiff, et puis pour m'entraîner. Et puis, j'ai découvert l'impro, donc j'étais encore plus à l'aise, plus affûté, de plus en plus affûté, et encore plus en plus affûté. Et au Paname, je rencontre Nawel Madani, et elle me dit, il y a un casting pour le Jamel Comedy Club. Pour la nouvelle saison, la nouvelle troupe du Jamel Comedy Club, en 2011, je crois, 2012. Et c'est comme ça que je rentre au Jamel Comedy Club. Et voilà, et je vais au Jamel Comedy Club, et après Jamel Comedy Club, après c'est tout ce que tu as raconté. C'est là où tout a commencé. Et tout a commencé, ouais. Tout a commencé de manière professionnelle, c'est au Jamel Comedy Club. Et t'as écrit ton premier spectacle ? Et j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelait Life, que je jouais pas souvent. C'était très compliqué à l'époque, j'avais pas de pro, donc je jouais un peu à droite, à gauche. Et ce spectacle, c'était vraiment un premier spectacle. Bon, je parlais pas du tout de ma fille à l'époque, j'avais des sketchs encore un peu communautaires. Il y avait beaucoup d'impro dans ce spectacle-là. Il n'y avait pas encore une vraie identité, un vrai univers qui était le mien. Donc j'ai mis du temps à trouver ça. Et après, voilà, la vie a fait que, voilà, le Jamel Comedy Club, du Jamel Comedy Club, je suis resté 3 saisons jusqu'en 2014. 2014, je me fais virer de la troupe du Jamel Comedy Club. Carrément ? Ouais, virer. Il y a eu un nouveau directeur artistique qui était très honnête avec moi, qui m'a dit, j'aime pas ce que tu fais. Il m'a dit, j'aime pas. Il m'a dit, ce que tu fais, ça me parle pas, j'aime pas, et je compte plus sur toi l'année prochaine. Voilà, donc je suis parti. On se prend une gifle ? Ouais, on se prend une gifle. Se faire virer, c'est jamais cool. Moi, je me suis fait virer de médias, de plein de choses, de Ado, de Trace TV. C'est jamais évident de se faire virer. Non, j'ai toujours très mal vécu. Mais après, c'est des étapes. Après, je me suis dit, c'est une porte qui se ferme et on a une autre qui va s'ouvrir. C'est ça, c'est quand même une force que tu as, c'est de rebondir. Exactement. J'ai vraiment cette force de... Alors, des fois, j'ai des moments où vraiment je suis down. J'ai vraiment d'arrêter. De toute façon, je ne vais pas te mentir, mais j'ai envie d'arrêter l'humour 4 fois dans l'année. Hein. C'est tous les ans, j'ai envie d'arrêter. On fait comment pour remonter et puis pour tout simplement reprendre confiance ? On se remobilise, on essaie de voir des amis, il faut couper des fois un petit peu, il faut essayer de prendre un peu de recul avec ce milieu qui est très, très, très chronophage, qui te prend beaucoup de temps, c'est un métier qui te mange l'humour. Hein. Beaucoup de gens... Moi, j'aime bien dire la vérité aux gens qui commencent l'humour et qui me disent « Ouais, mais c'est génial, regarde ». Je dis « Mais c'est pas dans quoi tu mets ton doigt ». J'aime bien dire cette phrase, je dis « L'humour, c'est le milieu le moins marrant du monde ». C'est compliqué, c'est dur, c'est de la remise en question tout le temps, tous les jours. Il y a plein d'événements qui font que t'as envie de laisser tomber. Et quand je me fais virer de la troupe du Jamel Comedy Club, c'est-à-dire que quand je passe du Paname au Jamel Comedy Club, je me dis j'ai passé un step. Et quand je me fais virer, je reviens au Paname. Donc ça, faut le gérer, ça. Est-ce qu'en attendant, est-ce que tu te formes ? Est-ce que tu rentres dans une école ? Est-ce que tu prends des cours d'impro ? Ça se passe comment ? Non, j'ai pas pris des cours de... J'étais dans une troupe de théâtre. En fait, pour dire la vérité, un jour, je rencontre un jeune homme qui s'appelle Victor Dos Santos, qui est metteur en scène. Et il vient voir mon spectacle, donc celui que Kader n'a pas aimé. Life. Il vient le voir et il me dit... pas terrible. Il me dit, en fait, t'es à l'aise sur scène, mais il te manque toutes les techniques. Et le fond, peut-être. Ouais, le fond. Il me dit, il te manque du fond et un peu de technique de théâtre, en fait. Mais t'écrivais tout seul. Donc à l'époque, j'écrivais tout seul, en plus. Et tu te mettais en scène tout seul. Et je mettais en scène tout seul. Donc 0 troisième œil. Ouais, voilà. Donc je venais... mais ça m'est déjà arrivé de venir main dans les poches à un spectacle d'1 heure. Mais c'était pas bon, mais... Et donc, il me dit, écoute, moi, j'ai une petite troupe de théâtre. Si tu veux venir avec nous, je donne des cours à cette troupe de théâtre. Et t'as quel âge, là, à peu près j'ai... je dois avoir
Ouais, les donc 22, 23. 22, donc il est jamais trop 23, tard, ouais. on peut encore. Ouais, on peut encore, oui, jamais trop tard. Le théâtre, j'étais avec des personnes qui avaient au moins 40 avec moi. Et donc j'arrive, et là, je fais des cours de théâtre. Non, Mathieu, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, me demander de faire un arbre, à mimer le vent, à me parler de points moteurs, à me parler de trucs, de cours, de jardin. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et des fois, j'ai ce côté-là. Des fois, je suis un boudeur, moi. Donc, des fois, je fais le mec. Enfin, je suis le boudeur, mais qui parle plus et on sent qu'il y a un truc qui met une sale ambiance. Et il arrêtait pas de me dire, mais Tariq, si tu fais ça, je te jure, ça va t'aider. Tu te rends pas compte, c'est pas pour te ridiculiser, de te demander de faire un arbre ou de faire le vent ou de faire, c'est pas pour te mettre la honte, c'est parce que c'est important, ta respiration, ton déplacement, ton positionnement. Et il me dit, je te jure, c'est important. Et il me dit, des fois, il me dit, tu te rends pas compte, mais t'es même pas dans la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, je t'apprends juste à être en dessous d'une ampoule, tu sais pas le faire. Il me dit, t'es dans le noir. Et je me souviens, c'est vrai que des fois, il me disait, on était sur scène, il me disait, Tariq, on ne te voit pas. Elle est où la lumière? Je dis, bah, elle est là. Il me dit, bah, t'es à côté. Il me dit, t'es pas dans la lumière. Rentre dedans. Il me dit, voilà. Il me dit, à qui tu parles? Je dis, bah, je parle aux gens devant. Il me dit, non, faut que tu parles. Il me dit, c'est vrai, il me dit, faut que tu parles au bouffon qui est au fond, qui a pris la dernière place au dernier rang. Il me dit, faut que tu parles avec lui. C'est tellement ça, en plus. Il me dit, tu parles avec le mec qui est devant toi. Il me dit, mais il y a un mec qui a payé sa place au fond et qui est tout au fond. Et donc, c'était des exercices. Au début, je comprenais pas où il voulait en venir. Mais c'est vrai qu'en sortant de ça, tu as eu des déclics? Ouais, j'étais très, très affûté, mais extrêmement affûté sur plein de choses. Et même mes impros, en fait, j'arrivais à les... Parce qu'en fait, techniquement, où je me situe sur scène, c'est pas la même force d'impro. Je sais quand je suis en devant de scène, c'est pas la même chose. Quand je suis en défense, tu vois, il y a attaque-défense, tu vois. Des fois, je sais où je vais pour faire mes impros parce que selon l'endroit sur scène, c'est pas les mêmes intensités. J'ai appris ça aussi, tu vois. Et donc après, quand je suis revenu et j'avais la force d'impro un peu innée, plus cette technique en plus, ben, voilà, j'étais arrivé au Paname, je me souviens, après le Jamel Comedy Club, mais c'est là qu'est venu le roi de l'impro, en fait. Que tout le monde appelait, ouais, Tariq le roi de l'impro, Tariq le roi de l'impro. Parce qu'en fait, je faisais que ça. Et j'arrivais à monter sur scène, à faire des 5-6 minutes, mais des trucs très construits en impro, parce que techniquement, j'étais... t'étais bien. T'étais formé, surtout. Formé. Et en plus, j'avais ce truc-là un peu inné de tchatch et tout. Et c'est ce qu'on m'a collé au dos, ce truc de l'impro, du mec qui fait que de l'impro. Mais à la fin, ça m'a pesé. Parce que je dis, non, mais attendez, mais j'ai des trucs à dire aussi. Hein. Je ne fais pas que de l'impro. Je sais écrire. Je sais écrire des vannes. Je sais écrire une histoire. Donc voilà. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Après, j'ai continué jusqu'à Incroyable Talent. Donc, par rapport à ton parcours, juste pour reprendre par rapport à tous ces cours de théâtre d'impro, tu conseillerais à tous ces jeunes qui ont envie, que ce soit de faire de l'humour, de faire du théâtre, de se faire former? Ça aide? Sûr. Mais carrément. Il faut. Carrément. Ceux qui se disent je monte sur scène et puis voilà, c'est facile. Oui, aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'on vend. C'est ce que les comédie clubs vendent. C'est ce que la télé, C'est ce qu'on voit, c'est vrai, sur les réseaux. On se dit, ouais, c'est facile. Je viens, t'as des cheveux bleus, ouais. Mais... Oui, c'est facile. Mais pour passer le step de professionnel. Et de durer. Il faut une espèce de base technique. Donc, prendre des cours de théâtre, aller prendre des cours de théâtre dans une troupe, dans une école, bien sûr, comme avec toi, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est hyper important. En fait, je fais toujours ça, des espèces d'analogies avec le football. Neymar, c'est un génie technique du foot. Il sait faire des trucs de dingue avec ses jambes que personne ne peut faire. Mais si derrière lui, il n'a pas Luis Enrique ou d'autres entraîneurs, très bons entraîneurs, c'est un joueur lambda qui sait faire des trucs avec ses jambes. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit non, mets-toi là, positionne-toi là, tu seras plus fort là, ça sera plus fort ici. Donc voilà, donc c'est pour ça que je conseille vraiment à tous les artistes, oui, d'avoir une petite formation. Nawel Madani a fait une formation de comédienne. Bien sûr. Et il n'y a pas de honte d'aller dans une école de comédie ou de prendre... C'est vrai qu'on a ce côté un peu... je l'ai eu, de dire, que je vais foutre là-bas, voilà, je vais faire l'arbre, à faire les trucs, à faire un machin, à apprendre à respirer, à faire des exercices de respiration. C'est vrai que comme ça, on se dit, ouais, c'est rare. Mais en fait, on se rend compte à la fin, et je m'en sers encore. Et c'est marrant parce que Victor n'a plus été mon metteur en scène, où j'ai pu collaborer avec Victor, mais il a vu mon spectacle Vérité. Je lui ai envoyé la capta et l'année dernière, et il m'a rappelé, il m'a dit bravo, il m'a dit t'as gardé tous les trucs que je t'ai appris, tous les déplacements, les points moteurs, les trucs. Il m'a dit t'as tout retenu. Il m'a dit franchement je suis fier parce que t'as pas oublié
les fondamentaux. Je me souviens, il avait toujours cette image, il dit, tu sais, quand t'es avec le public, c'est toujours un fil que tu tends. Tu dois tendre le fil et jamais le lâcher. Il ne faut pas qu'il craque, il faut que tu le tendes. Il me disait, tends l'élastique. C'était la phrase qu'il me disait toujours quand j'étais sur scène. Il me disait, tends l'élastique, tends l'élastique. Il me dit, de temps en temps, lâche-le, mais reprends l'élastique. Mais surtout, ne le pète pas. Et il m'a dit, franchement, ton élastique tendu, très bien, t'as tenu. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, que les cours, c'est hyper important, un cours de théâtre. On ne se rend pas compte. Mais si tu veux passer un step professionnel et, comme tu le dis, durer. Bien sûr, parce que c'est bien beau de faire un super spectacle qui va cartonner pendant X mois. Oui, après, il faut durer. C'est ça le plus compliqué dans ce métier. Aussi. Ouais, et se renouveler et durer, c'est ça le plus compliqué dans ce métier. Faire un coup d'éclat, un braquage, comme on dit dans le milieu, un braco. Mais oui, sur 5 ans, être partout pendant 2-3 ans, c'est facile, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Internet t'aide vraiment à le faire. Mais arriver en 98 et être encore là en 2024, ça c'est encore plus compliqué parce qu'il faut durer, il faut s'adapter, il faut travailler. Boudère, pour moi, c'est l'exemple même. On pense que Boudère est connu depuis 5-6 ans, depuis qu'il fait VTEP à peu près, avec Arthur. Mais Boudère est là depuis 1996-97, sur scène. Ouais. Travailler. Et il a pris des cours de théâtre, Boudère aussi. On ne le sait pas, mais voilà, c'est des gens qui ont pris des cours de théâtre aussi. Ils ne sont pas arrivés comme ça, par hasard, avec un micro, et puis non, il a pris des cours de théâtre. Et il faut le faire. Moi, je conseille à tout le monde de le faire, en tout cas. C'est bien ça. Incroyable talent, c'est quoi cette expérience de dingue? C'est fou, non? Incroyable talent, moi je raconte toujours l'histoire d'avant Incroyable talent. Avant Incroyable talent, je perds mon père, paix à son âme, le 31 décembre 2017. Quand je perds mon père le 31 décembre 2017, en 2018, je me dis, bon, tu vas avoir 40 ans cette année, t'es encore au Paname. Donc c'était 4 ans après m'être viré du Jamel Comedy Club. Donc là, tu gagnes ta vie quand même. Je gagne ma vie, mais je suis encore dans un espèce de réseau de Comedy Club. Je pète pas ce plafond, en fait. Je suis dans un truc, dans une masse, je prends de l'âge, je perds mon père. Je me dis, j'arrive en avril, je fais une interview pour Click TV sur Internet et je dis à l'animateur de l'époque, je lui dis, je vais arrêter ma carrière là, je pense en juin, j'arrête. Vraiment, j'ai plus rien qui me retient, mon papa n'est plus là, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille, je suis divorcé, il faut que je prenne mes responsabilités, je peux pas continuer à vivoter dans ce métier comme ça, ça marche pas. Donc je me dis, voilà, en juillet, j'arrête. En juillet 2018, j'arrête. Mais vraiment décidé, pour le coup, c'était une des fois où j'étais vraiment déterminé à me dire, j'arrête. Fin de saison, voilà, je remonte plus sur scène à la rentrée, je reste à la radio, j'essaie de trouver autre chose à faire et tout. Et fin juillet, je reçois un message sur Messenger, sur Facebook. Salut Tariq, c'est Charlotte de Fremantle. On adore tes sketchs sur ton côté papa célibataire, l'impro, tout ça. On aimerait que tu fasses Incroyable talent. En plus, cette année, il y a Sugar Sammy. Ah. Quand je reçois ce mail-là, ce message, je me dis, oh, c'est un truc de groupé. J'envoie plein de gens. Bon. Ils vont personnaliser les prénoms. Personnaliser les prénoms, mais bon, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bon, je réponds pas. Là, je reçois un deuxième message. Puis voilà, ça commence à devenir chelou avec le numéro de téléphone. Donc j'appelle. J'ai allô, elle me dit, ouais, voilà, Charlotte et tout. On aimerait que tu participes à l'émission Incroyable talent. On a vu toutes tes vidéos d'impro. Tu parles de ta petite fille, t'es touchant, c'est super. Est-ce que tu veux venir faire Incroyable talent? Je dis, ouais, mais c'est quoi? C'est faire un casting? Elle me dit, non, il n'y a pas de casting. Elle me dit, c'est bon, toi, c'est tout de suite l'émission. Je dis, attends, dans ma tête, je dis, moi, elle est où la douille? Parce que, si je me fais douille. Ah non. Et moi, je me souviens d'un pote qui est imitateur, qui s'appelle Jamel, qui l'a fait, et qui a eu 3 croix rouges. Lui, il s'est fait sortir, mais vraiment sale. Mais dans ma tête, je commence à me dire, mais imagine, ils te font venir pour ça. Pour t'éliminer. Pour te dire, ouais, regardez, allez, bam, salut. Et je commence à garder ça en tête. Mon petit frère qui travaillait avec moi à l'époque, il me dit non, t'inquiète, je vais m'en occuper, je vais gérer, je vais voir avec eux, je vais leur faire des contrats comme ça. Si tu prends des croix, ils diffusent pas, machin. Donc j'accepte. Au bout de, je crois, 3 semaines, je les fais un peu galérer, j'accepte, j'y vais. Et quand j'y vais, je raconte toujours ça, j'arrive et je rentre il est midi. Et j'arrive à midi et je m'assois dans la loge, la grande loge où il y a tous les artistes qui vont passer. Et là, mais autour de moi, ça jongle, il y a de la perruque. C'est waouh, quoi. Ouais, c'est le Cirque du Soleil. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fous là, moi? Il y a de la perruque. Non, il y a des hommes déguisés en perruque. Un mec, je vous jure, il y avait un mec, on va retrouver le tour sur Internet, il coupait des fruits avec des cartes.
Il y avait des cartes, il y avait des bananes, et il coupait des bananes comme ça, avec des cartes. Il jetait de loin comme ça. Il y avait des petits enfants qui faisaient de la contorsion. Il y avait un petit chien. Je me souviens, il y a un petit chien, il avait des chaussons. Il avait des petits chaussons. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis avec mon cousin à l'époque et je lui dis, mais je lui dis, je crois qu'il faut qu'on parte le plus vite possible de cet endroit. Tu te dis, c'est un traquenard. C'est un traquenard. Mais moi, j'avais déjà signé le contrat en bas. Et je lui dis, tu sais quoi, je vais aller voir la meuf. Et je lui dis, je m'en vais. Donc je vais voir Charlotte. Je lui dis, écoute, c'est bien gentil. Merci pour l'invitation, mais je vais rentrer. Elle me dit, mais non, mais je suis saisi. Elle me dit, non, tu peux pas nous faire ça et tout, machin. Je lui dis, non, mais c'est pas grave. Eux, ils jouent leur vie. Moi, je vais parler de. Je vais faire un petit sketch. Un petit sketch. Elle me dit, ah, parce que tu comptais faire un sketch? Je dis, bah oui. Elle me dit, non. Mais nous, on veut pas de sketch, en fait. Nous, on veut de l'impro, comme sur tes vidéos du Paname. Je dis, mais en plus, tu me demandes des trucs de dingue. Je dis, mais non, je te laisse tomber, je rentre chez moi. Elle me dit, non, tu ne peux pas, t'as signé, tu dois rester. Je suis, ok, d'accord, je reste. Je suis, bon, c'est quoi l'ordre de passage? Elle me dit, t'es deuxième. Je me dis, comment ça, deuxième? Je suis deuxième, en plus, je suis dans les débuts, genre public pas chaud, rien. Le public, il est là il est devant depuis midi. Ça tourne à 21h. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais? Et je passe après des trapézistes, moi, j'en vois, des mecs qui sautaient sur des trampolines. Et donc, je suis avec Mouzin, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, je sais pas, écris une vanne sur Ginola. Je dis, vas-y, fais voir. J'écris une vanne sur Ginola. Je dis, ouais, Ginola, il a fait un arrêt cardiaque. Matt Pokora, je sais pas, je fais un truc. Je monte un truc sur son arrêt cardiaque. J'espère qu'il va bien le prendre. Je sais pas, je fais le truc. J'écris la vanne. Et après, je lui dis, vas-y, le reste, je me débrouille. Le reste, c'est bon, le public sera devant moi. C'est bon, je vais gérer. Ouais, je vais l'animer, c'est bon. Je vais l'animer, je vais gérer. J'arrive, j'avais David Ginola. Déjà, je suis archi content. Moi qui est fan du Paris Saint-Germain, je vois David Ginola, El Magnifico, je suis comme un dingue. Et je lui dis, ça te dérange pas si je te taquine sur ton arrêt cardiaque? Je veux pas que ça te gêne. Il me dit, non, vas-y, tu peux y aller tranquille et tout. Et donc, je me dis, bon, je rentre sur scène, je fais comme d'habitude, je fais ma vanne sur David Ginola, et après, je fais mon petit moment d'impro, tranquille, comme au Paname, tranquille, que t'as l'habitude. Et je rentre sur scène, et quand je rentre sur scène, le public, il est loin. Il est loin, mais quand je dis loin, mais très, très loin, parce qu'il y a le jury et le public derrière le jury. Donc, moi, je suis à 5 mètres du public. Et là, je scrute rapidement pour poser mes impros. Et le problème, c'est que eux, ils ont mis tous les fauteuils roulants d'un côté, mais qui sont tous les premiers rangs. Et de l'autre côté, derrière le jury, tous les enfants. Donc en fait, je me dis, mais attends, le premier que je dois vanner, il est encore plus haut. Et très loin. Je le vois même pas. Et très loin. Et je me dis, il me reste que le jury. Donc je fais ma vanne sur David Ginola. Elle dure même pas 40 secondes. Oui, à peine. Il me reste 1 minute et quelques, j'ai rien. Et là, je fais la première vanne sur Samy, la deuxième sur Eric, la troisième sur Marianne James. Et j'en fais une sur Hélène Ségara qui prend une applause. Je fais mes trucs, j'envoie. Ça rigole, ça prend des applauses, ça rigole. Et Sugar Samy rigole fort. Et là, tu te sens pousser des ailes. Et là, j'envoie. Quand c'est fini, j'arrête. Ils me disent, bah alors, mais t'es quoi alors? Je dis, bah, je suis humoriste. Ils me disent, mais il est où le sketch? Ben, je viens de vous le faire. Et là, tout le monde rigole, applaudit, genre en gros, ben non, mais c'est ça. Et donc, il commence à débriefer. Sugar Sammy dit, ouais, franchement, t'es arrivé, t'as fait de l'impro, on pensait que c'était pas le sketch, mais en fait, c'était le sketch. T'es super, tu t'es servi de nous, du public, nanana. Et je vois Marianne James et Hélène Ségara, ils parlent pas. Je me dis, ça y est, je suis mort. Je suis mort. Je mangeais un truc là. Je suis parti pour les croix. Mais ils n'avaient pas encore mis, il n'y avait pas mis de croix. Il n'y a pas de croix. Je dis, bon, bizarre. Et j'entends David Ginola arriver sur le côté qui dit, attendez. Et moi, quand il dit ça, dans ma tête, je me dis, c'est un raccord maquillage parce que je sue énormément et je suis ce jour-là de stress. Je me dis, bon, c'est un raccord maquillage. Quand il dit ça, on va faire une pause et raccord maquillage. Il arrive et non, Tariq, t'as dit quoi? T'as dit que t'allais faire ton sketch en finale, en demi-finale. Je dis ouais. Je dis bah, tu le feras directement en demi-finale. Bam. Et là, puis Golden Buzzer. Mais c'est une blague ce truc-là. Incroyable. Et vraiment, je raconte souvent ça. Je dis pendant 20 secondes, je dis c'est pas pour moi, c'est une blague, ils se sont trompés, c'est impossible. Même moi, je sais que j'étais à 5% de ce que je sais faire. C'est impossible qu'on me donne un Golden Buzzer sur ce que je viens de faire là, en fait. Et bah si. Et t'as eu ce Golden Buzzer. J'ai eu Golden Buzzer, quoi. Est-ce que ça t'a encore ouvert de nouvelles portes? Alors, comme je le dis souvent, le Golden Buzzer, Incroyable Talent, ça m'a pas fait connaître au grand public, ça m'a pas rendu populaire. Les gens l'étais déjà. Ouais, les gens me connaissaient un petit peu, me reconnaissaient très rapidement dans la rue. Et ça m'a ouvert plus la porte des professionnels, des chaînes de télé, des productions et tout.
C'est là où j'ai rencontré ma première boîte de production, l'indépendant de production, qui m'a signé. Deux jeunes filles incroyables, Julie et Camille, qui étaient formidables. Deux jeunes productrices pour du développement, c'était juste incroyable. Elles étaient vraiment gentilles, avenantes. En plus, pour la petite histoire, Julie, elle s'appelle Julie Terroni. Et c'était la fille de ma maîtresse en primaire. Donc vraiment la coïncidence la plus folle. Et donc voilà, et ça m'a ouvert les portes, tout de suite après. Alors j'ai eu un petit ventre mou quand même. Ah. Parce que j'étais un artiste de télécrochet. Ouais. Quand tu es un artiste de télécrochet, c'est très, très dur de revenir dans un circuit tradi. Donc, j'ai essuyé beaucoup de refus sur des émissions telles Burger Quiz ou plein de trucs qui nous ont dit clairement on ne reçoit pas d'artistes de télécrochet. Voilà. Point barre. Okay. C'était clair, net et précis. Moi, à ce moment-là, je commence à me dire oula, est-ce que j'ai bien fait de faire cette émission? Et après, je rencontre Baptiste Le Caplin sur une date à Bruxelles. Et Baptiste, il me dit, tu veux que je te présente, je te branche VTEP, Arthur et tout, parce que t'es cool et tout, moi je suis en bonne ambiance. Je dis, vas-y. Et donc, il me branche avec Benoît à Paris, d'abord, dans un premier temps. Avant Arthur? Avant Arthur, qui avait son collaborateur. Et Benoît je sais pas, je suis arrivé là, il y a eu que des coups de cœur à tous les niveaux. Je peux même pas expliquer aujourd'hui. J'arrive, il me donne qu'une émission. Je me souviens, il me donne un vendredi, tout est permis la première fois. Je fais l'émission. Je suis très à l'aise, bizarrement, je suis très à l'aise. Arthur me glisse un mot dans l'oreille que j'oublierai jamais. Mais vraiment jamais, 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 jamais. Et il vient, il me dit, ça va? Je lui dis, ouais. Je lui dis, ça fait bizarre quand même. Il me dit, non. Il me dit, tranquille, amuse-toi, t'es là pour t'amuser. Te mets pas de pression. Il me dit, franchement, amuse-toi, on est en famille, c'est que de la rigolade. C'est ça, c'est la famille, c'est un peu la force d'Arthur. Et il m'a dit ce truc-là dans le creux de l'oreille. Mais moi, ce que les gens ne savent pas, ce que lui ne sait pas aussi, c'est quand il me dit ça. Moi, Arthur qui me dit dans mon oreille, dans ma tête, je dis, mais c'est Arthur. C'est Arthur qui me dit ça. C'est le roi de la radio. C'est le mec que j'écoutais en cachette chez moi. C'est le mec qui me donne envie de faire ce métier à une époque, qui me donne envie d'être animateur télé. Il me parle à moi, tu vois. Moi, je suis ému de ça déjà. Et donc, je fais cette émission et je la fais vraiment détente. Moi, je suis détendu. Pour le coup, je suis vraiment détendu. Tu te sens à l'aise? Je suis vraiment à l'aise. Et le lendemain, ma prod me rappelle et elle me dit, écoute... ils t'ont kiffé, ils veulent que tu t'en fasses une deuxième demain. Oh, vas-y, tranquille, vas-y, je suis chaud. Je retourne le lendemain et je croise Scarlett aussi, qui est une collaboratrice d'Arthur, et qui me dit, mais Arthur, il t'a kiffé, on ne sait pas pourquoi. Il t'aime bien, il a trouvé que t'étais cool. Et c'est parti comme ça. Et après, il m'a appelé sur toutes ses émissions quasiment. C'est fou, hein? C'était juste incroyable. Dingue. Et on a plein de choses en commun, le Maroc... l'amour pour notre maman, on a plein de trucs en commun, on a deux filles du même âge, donc on est vraiment, c'est quelqu'un que j'admire énormément, j'aime beaucoup moi en tout cas Arthur. Moi je trouve que c'est un mec bien. C'est un mec super, je tiens à le dire. Et contrairement aux gens qui pensent l'inverse, c'est un mec très bien. Ouais, je suis convaincue. Moi aussi. Nawel. Ouais. On est acteur. Nawel Madani. Comment t'as passé ce casting quand même? Nawel, déjà, on était très très proches. On l'est moins maintenant pour des histoires d'emploi du temps, on se voit plus trop. Mais on a été extrêmement proches. Elle m'a beaucoup appris cette nana. Je tenais à le dire parce que je le dis rarement aussi. Mais Nawel, c'est une fille qui m'a appris énormément de choses sur ce métier. Elle m'a appris à me professionnaliser, à être plus rigoureux, à arriver à l'heure, à faire les choses bien, à être carré, à faire attention à son apparence, à être... Elle me disait, Tariq, tu fais de la télé, t'es dans le média, faut faire rêver les gens, faut être tu peux plus venir habillé comme un clochard comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais moins stylé que maintenant. Je faisais attention, mais j'étais beaucoup moins attentif à toutes ces petites choses-là. Et Nawel, elle m'a apporté tout ce côté-là un peu de professionnalisation. Sérieux. De sérieux. Et on était très, très proches, mais vraiment extrêmement proches. Et c'est là où on voit que Nawel est vraiment professionnelle. C'est que quand elle fait son film, elle aurait pu me donner le rôle et me dire, tiens, je te le donne, t'es mon pote, vas-y, fais le rôle. Non, j'ai fait un casting. T'as passé le casting. Elle m'a fait passer un casting. C'est-à-dire que même moi, quand elle m'a dit, je vais te caster, je me dis, mais t'es sérieuse, toi? Elle me dit, non, elle me dit, je teste. Tout le monde, elle m'a dit, même mon mari a fait le casting. Et c'est là que Nawel est dans un autre niveau, une autre réflexion. De toute façon, professionnelle, cette nana, c'est incroyable. Mais elle a fait
le casting à tout le monde, des gens les plus proches d'elle aux gens les plus éloignés. C'est-à-dire qu'il y avait personne. T'es préparé à ce casting? Je savais ce que j'allais jouer. Mhm. Elle m'avait dit que j'allais jouer un humoriste d'un comedy club, donc c'était pas un rôle compliqué à jouer. Mais fallait jouer tout le côté un peu méchant, humoriste, un peu jaloux de l'arrivée de cette jeune fille dans le comedy club. Donc c'était un peu compliqué parce que moi, Nawel, je l'adore et j'adore ce qu'elle fait et j'adore à l'époque ce qu'elle faisait. Et c'est compliqué de jouer un mec qui la déteste. Donc elle m'a casté vraiment pour ça. On a fait les tests et tout, les essais, machin. Et après, elle m'a dit, ouais, t'es pris. Est-ce qu'on a plus de pression quand c'est nos potes? Ah oui. Est-ce qu'on a envie vraiment Oui. Déjà, on a envie d'être dans leur projet parce que c'était son premier film. Donc, j'avais envie d'être dans son premier film. Et oui, on a la pression. Putain, je veux pas me planter. C'est la honte, quoi. Donc, j'ai révisé mon texte. Je le connaissais sur le bout des ongles. Il y avait pas d'impro, là. Et après, un jour, elle m'a fait un cadeau que j'oublierai pas, que j'oublierai jamais. Elle est en train de faire l'affiche de son spectacle et elle me dit je t'envoie l'affiche et j'ai un cadeau pour toi. Elle me dit un cadeau sur l'affiche pour toi. Elle m'envoie l'affiche du film et je suis à sa droite dans le film. Je suis juste à côté d'elle. Elle me dit voilà, t'es sur mon affiche de film, de mon premier film. Et ça m'a vraiment touché. J'ai dit ah ouais, putain, elle m'aime vraiment beaucoup. Parce que je me dis pour me retrouver sur l'affiche, au devant de l'affiche, juste derrière, mais vraiment en premier plan. On te voyait bien. On me voit très bien. J'oublierai jamais ça. L'affiche, elle est chez moi. Elle est, voilà, c'est un cadeau inoubliable. Je suis à l'affiche d'un film. Même si c'est pas le mien, même si j'ai pas un gros rôle, mais au moins, voilà. Et elle m'a dit, voilà, c'est un cadeau. T'as un petit rôle? Petit rôle, mais je suis sur l'affiche. Sur l'affiche où tu placardes les sur les bus, DVD, sur les bus et tout. Ouais. Mais je trouve ça tellement cool de sa part. C'est une femme qui est généreuse. Elle est venue au Courana à l'époque à Boulogne faire une masterclass. Donc elle est venue transmettre à tous les jeunes, 90 personnes dans ma salle. Elle est restée 2 heures à nous parler et à raconter tout son parcours. Elle nous a fait rire. J'ai trouvé ça mais juste dingue. Alors c'est sûr qu'elle est venue avec son équipe et tous les caméramans. Ah ça c'est Nawel. Elle fait les choses bien. Elle fait les choses bien. Alors moi les gens me disent ouais Nawel. Ouais, mais Nawel, elle est excuse-moi, c'est pro. Je suis désolé, moi on peut se reprocher plein de choses, on peut ne pas aimer plein de choses de Nawel, on peut lui reprocher plein de choses, mais dans le travail, je suis désolé. Ça, je le dirai tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est une pro. Une vraie pro. C'est une pro, c'est une bosseuse, c'est des choses tu peux pas lui retirer. Tu peux dire Nawel elle bosse pas. Non, moi je l'ai vu. Dès 4 heures du matin, à mon téléphone, à me demander des vannes, à me dire, ouais, tu penses quoi de la vanne que j'écris? Je me dis, Nawel, il est 4 heures, les gens dorment. Elle dort pas, elle écrit. Elle travaille, elle répète. Dès qu'elle a une idée qu'elle a envie de faire, elle va pas dire, ouais, je vais essayer de la faire. Non, elle va la faire. Elle l'a fait de suite. Elle a fait de suite. Elle a ce pouvoir de fédérer des grosses équipes. Moi, pour un petit bout de femme comme ça, maintenant en plus une maman, je trouve ça juste... C'est juste incroyable. En dehors de la scène, est-ce que tu as des passions ou des activités qui t'aident à te ressourcer? En dehors de la scène, est-ce que j'ai des passions? Ouais, j'en ai plein. J'écoute beaucoup de musique. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le cinéma. Moi, je regarde ce qui sort au cinéma, mais je regarde beaucoup de films d'auteur, beaucoup de films en noir et blanc. Mais alors maintenant, je regarde plus les techniques de films parce que je me suis mis à l'écriture il y a 3 ans. Et donc maintenant, je suis plus dans la technique parce que dans mon projet de vie, mon but final, c'est d'être metteur en scène de mes propres films ou d'en écrire. Donc voilà, j'écris énormément. Dès que j'ai une idée de pitch, je l'écris. Et on est sur un projet là? On est sur un projet d'une série pour TF1 ou Canal+, là, qui devrait que je travaille. J'ai écrit avec David Azria d'ailleurs. D'accord. J'ai écrit avec David Azria et Ethan Saada, que je ne peux pas l'oublier, Ethan, que j'écris en ce moment, qui est une série très drôle, qui est une belle comédie. Et j'ai écrit un film il y a 3 ans qui est resté en stand-by pendant quelques temps là, mais qu'on est en train de reprendre là. Mais qui est complètement fini, scénario version définitive avec Grégory Boutboul d'ailleurs qui a fait Neuilly-Poissy. Ah oui. Ouais. Et avec qui je collabore sur ce projet-là. Donc on va reprendre ce projet qu'on avait laissé un peu en stand-by parce qu'il était sur son film. Donc on va peut-être repartir sur cette aventure. Donc c'est pour bientôt là. C'est pour bientôt, ouais. Moi j'ai hâte. Bah ouais, moi aussi. T'as pas une petite anecdote comme ça qui s'est produite lors de l'un de tes spectacles? Un truc que tu peux nous raconter? Cette anecdote sympa. J'ai une anecdote, je crois que dans un spectacle, j'ai eu 2 morts un jour. Alors je vous explique.
Mais deux vrais morts. Et en fait, je joue mon spectacle et il y a un mec qui est au premier rang. Donc je joue, il se lève une première fois, il part. Donc je regarde ses amis, je lui dis, mais il y a un problème, il dit non, c'est le travail. Bon, je dis rien, il part, il revient. Il regarde le spectacle, il rigole, il part, il se lève, il revient. Et là, je fais, bon, faut qu'on arrête tout. J'attends qu'il revienne, je fais, bon, c'est quoi ton travail? Parce que faut que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Toi, ça fait 2 fois que tu te lèves, soit c'est ta meuf, t'as un problème avec ta meuf, soit c'est quoi ton travail? Il me dit, non, en fait, je suis transporteur mortuaire. Transporteur mortuaire. Et puis, j'ai eu 2 décès pendant le spectacle et je dois gérer mes équipes pour récupérer les corps. Je dis donc, en fait, là, t'es en train de me dire que pendant le spectacle, il y a eu 2 morts en 10 minutes. Il me dit, ouais, il y a eu 2 morts en 10 minutes. Je suis, ok, d'accord. Super. Ça, je crois que ça, on a tapé des fous rires là-dessus, mais c'était tellement marrant. Mais des anecdotes sur scène, je peux t'en raconter 1000. J'en ai eu avec Gad aussi dans les premières parties. C'était juste fou avec lui. C'était juste incroyable aussi. C'est qui, là, les humoristes qui t'ont donné tant d'inspiration? Avant de commencer? Ouais. Les humoristes qui m'ont donné de l'inspiration, bizarrement, moi, c'est pas des humoristes. Je dis très souvent dans les interviews, c'est que moi, c'est des animateurs télé qui m'ont donné envie de faire ce métier parce que je voulais parler comme eux. Donc, tout ce qui est Ardisson, De Chavannes, Arthur, c'est tous des gens qui m'ont donné envie. Après, en humoriste, bien sûr, hein, je pense Gad Elmaleh, Jamel et Gad, quand ils sont arrivés, ils ont explosé les compteurs. Mais c'est incroyable. Je pense qu'ils ont changé le jeu. Moi qui est à cheval entre j'ai vu les fins j'ai vu les inconnus, les Smaïn, tout ça. Enfin, tu vois un peu cette génération d'humoristes. Smaïn. Voilà, Boujna, tout ça. Quand ils sont arrivés, eux, ils ont changé le jeu. En fait, ils ont changé le système, mais de manière très profonde. Et ça, ils sont juste impressionnants. Mais Gad, moi, je pense. Jamel, je suis très fan et franchement, il m'a donné vraiment envie de faire ce métier. Mais Gad, c'est très, très impressionnant. Et franchement, pour avoir... C'est le summum, Gad. Ouais, pour moi, c'est le GOAT. Mais je continuerai à le dire, hein, que ça plaise ou pas aux gens. Hein, je m'en fous. Hein. Moi, je l'ai vu... Enfin, j'ai fait toute sa première partie sur sa tournée d'ailleurs. Et j'étais donc à son contact quasiment tous les jours pendant 1 an. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Comment t'expliquer? Comment Non, c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il se remet en question tout le temps. Je vais te donner cette anecdote. Il fait le Dôme de Paris sur ce spectacle d'ailleurs. La première partie du Dôme, je crois en février 2022, je pense. Si je dis pas de bêtises. Et il fait le Dôme. Il fait 10 dômes. Ah ouais, 10 fois 5000 personnes. 10 fois 5000. Mec, il sort du Dôme. Je me dis, moi, je sors du Dôme, j'ai joué devant 5000 personnes qui m'ont donné de l'amour. Je rentre chez moi. Non, il va au Paname. Mais tout de suite derrière. Il enchaîne. Il passe de 5000 à 60. Avec la même envie, la même intensité. Il va tester des choses. Il se met en danger. Il travaille, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, mais comment moi, je peux me plaindre de me dire, je veux arrêter, il se remet en question. Et il monte avec des nouveaux trucs et il teste. Et c'est le GOAT. C'est le GOAT. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, je sais pas s'il y a... Je dis pas ça parce que maintenant on est très potes avec lui. Je dis pas ça. Je veux pas qu'il, quand il voit cette vidéo, qu'il dise non, je te jure que je suis pas en train de te brosser le dos. C'est juste, il est impressionnant, mais impressionnant de travail, de talent, d'intelligence, d'amour, de partage. Il est fou. Il est fou. Il est incroyable. Mis en scène et aidé aussi beaucoup par Judith. Par Judith, ah ouais, mais alors qu'elle aussi. Un monstre, je l'adore. De l'écriture talentueuse, drôle, très drôle, je dis, très 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 marrant, je dis, très très drôle. Ah oui, non mais elle a sorti un livre qui était incroyable aussi que j'ai lu. Une reine. Une reine qui était juste magnifique. Tu peux nous parler un peu de ton podcast? Ah, Tea Time. Ça c'est mon nouveau petit projet, mon nouveau petit bébé. Je me suis lancé là-dessus il y a quelques temps avec mon co-auteur Karim. On s'était dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa. Il me dit, fais un podcast. Et je lui dis, oh, tout le monde fait des podcasts. J'ai pas envie. Il me dit, non, mais tu t'aimerais parler de quoi? Je dis, franchement, moi, si je viens, je sers un thé à mes amis, on parle de ce qu'ils veulent. J'ai pas de thème. On voulait parler de
de pêche, de sexe, de chasse. Je dis, le seul truc, c'est que je veux que des gens du même secteur, du même milieu. C'est-à-dire que là, j'ai fait les humoristes. Là, le prochain épisode, c'est les auteurs. Et après, c'est les humoristes filles. Et après, il va y avoir les sportifs, les cuisiniers, les danseurs de danse avec les stars. Enfin, il y a plein d'épisodes. Et je dis, moi, je veux juste pas des gens qui viennent me raconter. Ouais. On a un moment. Venez, on parle entre nous. Venez, on se dit des choses. Je trouve qu'aujourd'hui, on communique pas assez les uns avec les autres dans la société dans laquelle on vit un peu aujourd'hui. Les réseaux, les textos, les trucs. Venez, là, on passe 45 minutes à parler de nous. Si vous avez envie qu'on parle de nos familles, nos enfants, venez, on parle de ça. Et c'est un truc simple. Et franchement, ça a matché. Parce que le premier épisode qu'on a mis, ça a fait un peu de vues en très peu de temps. Donc on était vraiment contents. Même ma prod était, parce que c'est coproduit avec ma boîte de prod. Et c'est vraiment génial. C'est un moment convivial autour d'un thé. J'espère que tu viendras aussi. Si je suis invitée. Mais je t'invite officiellement ici devant témoins. Il y a des témoins. Sauf que moi, tu me mets dans quelle rubrique? Professeur de théâtre Non, je vais te mettre. J'ai envie de faire. Tu sais, ce qui serait bien, c'est de faire un petit podcast avec des femmes entrepreneuses. Ah, voilà. Tu vois? Avec plaisir. C'est bien ça. Hein. Ouais, top. Moi, je trouve que ça serait bien ça. Je t'invite toi. Je sais pas, je trouve deux autres meufs qui ont des sociétés. Ouais. Et on parle, on discute. Moi, je suis très. Par exemple, les Miss France, je suis en train de monter le plateau des Miss France et quand je les ai toutes appelées, je leur ai dit, moi, j'ai demandé à Camille de venir, à Maëva, à Iris, mais je leur ai dit, moi, j'aimerais qu'on parle un peu pas de vos trucs d'influence et de machin. Non, mais de vous, ce que vous avez. Voilà, bien sûr, je suis d'accord. Vos vies de femmes. Comment elle est votre vie de femme maintenant? Parce que vous êtes des icônes, des beautés, mais Camille, elle est maman. Moi, je suis curieuse de comment on passe de Miss à maman et qu'on reste encore un peu Miss. Tu vois, et comment ça se gère. Comment ça se gère? Moi, c'est ça. Moi, je suis très intéressé par la vie des gens. Et pas seulement par leur travail ou par. Alors, oui, les exploits qui sont faits, mais comment dans la vie, dans le quotidien, quand on se réveille le dimanche, qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait? Tu vois? Qu'est-ce que vous faites, tu vois? Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas devant vos écrans? Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la vraie vie des gens, pas la vie qu'on nous offre sur les réseaux, quoi. Je peux me permettre de te poser une question? Oui, toutes les questions que tu veux. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux. Ouais. Je vois que tu as une complicité dingue avec ta fille. Elia, ouais. Moi, j'ai 5 enfants, donc... Sérieux? Ouais. Bah ouais, bien. De tous les âges, de 26 ans jusqu'à 5 ans. Et je vois cette complicité et j'ai l'impression un peu de me retrouver avec tous mes enfants. Comment ça se gère quand tu es en tournée? Parce que je suppose que tu ne l'apprends pas non plus avec toi. Comment tu gères ce manque par rapport à tout cet amour? Pour pas te mentir, je crois que ça va être cette année la première année où je prendrai pas ma fille souvent en tournée. J'étais peut-être... Alors, ce que je veux dire là, faut pas le faire, les parents. Mais ma fille, comme maternelle, primaire, elle est beaucoup venue, elle a beaucoup séché. Elle a beaucoup séché. Elle a beaucoup séché parce que on est quasi, ça peut pas dire on est inséparables. Bon, là, elle repart chez sa mère, bien sûr, pour une petite semaine, mais je sais que ce matin, elle m'a dit, je peux revenir quand? Dans la semaine de maman, te voir. On a ce truc, ce lien, on est très liés. J'ai besoin d'elle, comme elle a besoin de son père, mais moi, j'ai besoin de mon enfant avec moi. Ma fille dans mes réussites, dans mes échecs, j'ai besoin qu'elle soit là tout le temps. Donc c'est vrai que l'année dernière, mon organisation, elle est peut-être pas conventionnelle, mais c'est vrai que ma fille, elle est venue beaucoup de fois avec moi en tournée. Parce que comme je le dis très souvent, et je le dis dans mon spectacle, j'ai du mal à kiffer sans ma fille. J'ai du mal à m'amuser sans ma fille. J'ai du mal à exister. Et puis j'ai du mal à me dire, je suis dans un super hôtel avec piscine, puis ma fille, elle est pas là. J'ai du mal à faire des choses sans elle. Je veux qu'elle soit avec moi tout le temps, qu'elle kiffe tout le temps. L'année dernière, je suis parti à l'île Maurice. Non, il y a 2 ans. Je suis parti à l'île Maurice et à La Réunion. Et c'était les vacances de février. Et j'ai emmené un pote à moi. J'avais droit à un +1 et j'ai emmené un pote à moi. Je dis pas que j'ai regretté. J'étais très content d'être avec mon pote Stéphane, mais j'étais pas bien. Parce que j'aurais préféré voir ma fille kiffer pendant ses vacances et venir avec moi à l'île Maurice, à La Réunion et s'amuser. Mais j'ai du mal à kiffer avec ma fille. Ma fille, on a une complicité forte parce que ma fille, pour moi, je le dis toujours, ma fille, elle m'a sauvé la vie. Hein. Elle a changé, je pense, la trajectoire de ma vie totalement quand elle est arrivée. Je pense que je n'aurais pas fait tout ça si j'avais pas eu ma fille. Si j'avais pas fait tout ce métier, tout ce que j'ai fait à partir de sa naissance 2013 jusqu'à maintenant, je l'aurais pas fait, c'est sûr. Parce que quand elle est arrivée, ça a tout de suite été un moteur,
envie d'être fière dans ses yeux, envie qu'elle vive bien, envie qu'elle soit. J'avais envie de me donner pour elle. J'ai envie que tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle a envie, tout ce qui fera qu'elle soit au top de son bien-être, je voulais le faire. Donc, heureusement, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, j'ai tout changé dans ma vie. Je me suis remis à travailler sérieusement, je me suis remis à reprendre soin de moi physiquement, à essayer de perdre un peu de poids parce que j'étais très obèse, à soigner ma santé, à me dire non, pour ma fille, il faut que je sois le plus longtemps possible en forme et que je réussisse pour ma fille. Parce que à un moment donné, c'est ce que je disais au début quand je disais ouais, je vivotais, mais je pouvais plus vivoter. Quand Elia est arrivée, c'était impossible. J'ai dit non, maintenant, j'ai plus le choix. Faut que ça marche. Faut que ça marche. Faut que ça marche. J'ai plus le choix. Faut que je sois là. Faut que je sois là, faut qu'elle soit là, faut qu'elle soit avec moi. Et donc, ouais, on est très complices. Alors, elle aime pas que je la mette sur les vidéos. Elle aime pas ça. Elle aime pas. Bah, tu la caches de toute manière. Ouais, je la cache toujours un petit peu. On voit toujours un petit bout d'oreille, un petit bout de cheveux. Mais elle aime pas elle aime pas être devant la caméra. Elle aime pas les trucs comme ça. Ça la gêne. Elle Bah, est tu gênée un peu. respectes. C'est pas grave. Et en fait, elle a mal vécu une expérience. Et depuis ce jour-là, je crois que ça l'a un peu, pas traumatisé, mais ça l'a un peu vexé. Quand j'ai fait une émission télé qui s'appelle Le meilleur pâtissier célébrité. Et j'ai gagné l'émission, donc j'avais le trophée à la maison et tout. Et je crois qu'elle est partie le dire à ses copines. Ouais, mon papa, il a gagné à la télé meilleur pâtissier célébrité. Et ils se sont moqués d'elle un peu en lui disant ouais, mais c'est pas vrai, tu mens, machin. Bon, après, ils ont vu l'émission, mais je sais qu'au moment où on lui a dit ça, moi, elle était rentrée le soir, elle m'a dit, moi, je parlerai plus jamais de ton métier à mes amis. Elle m'a dit, je ne dirai plus jamais que tu fais de la télé, que tu passes à la télé, que... Elle me dit, genre, je ne dirai plus jamais. Bon, maintenant, c'est compliqué pour elle, mais elle me dit, je veux plus le dire. Non, mais c'est terminé. Mais elle va prendre de l'âge. Ouais, elle va prendre de l'âge, mais c'est que ça l'a... Échaudé, bien sûr. Ouais, ça l'a un peu touché. Puis moi, elle me l'a redit encore 2 jours, je crois. Elle m'a dit, papa, mais t'es pas une star. Elle me dit, moi, pour moi, t'es pas une star. Elle me dit, moi, pour moi, t'es mon père. Elle me dit, moi, t'es mon père. Elle me dit, moi, t'es même pas marrant. Tu me fais pas rire. Elle m'a dit, moi, tu me fais pas rire. Donc, elle est très détachée de ce truc, mais en même temps, elle aime bien être là aussi avec moi aussi. Donc, je pense qu'elle a envie d'être avec son papa et pas avec Tariq avec 2 œufs, quoi. Bien sûr. Ouais. Dernière question avant de passer à un petit speed quizzing. Ouais. Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui rêvent de se lancer dans l'humour ? Travailler, putain. Travailler, ouais. Non, mais c'est vrai, travailler. Garder la tête sur les épaules, travailler. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est ne soyez pas attirés par la lumière de ce métier. C'est très important. C'est vraiment... Faites ce métier pour les bonnes raisons. Si vous êtes attiré par la lumière, vous n'allez jamais réussir. Jamais. Jamais. Vous allez faire de petits coups d'éclat, mais vous n'allez jamais réussir. Il n'y a qu'un seul mot, c'est travailler. Bien sûr qu'il y a des opportunités, bien sûr qu'il faut les provoquer, bien sûr qu'il faut les saisir, bien sûr qu'il y a des portes qu'il faut bousculer, qu'il faut casser, bien sûr qu'il faut être ça, faut être comme ça. Mais on te jugera que sur une seule chose, on te jugera sur ton travail. Tu auras beau avoir des copains, parler dans le dos d'un tel, faire des petits micmacs à droite, à gauche, essayer de faire des clans, machin, de passer d'un clan à un autre, de faire des... Oui, non. Non. À un moment donné, il y a le petit stop qui t'arrive. Mais on a plein, il y a plein d'exemples comme ça. On va pas les donner ici, mais il y a plein d'exemples. Il y en a plein de mecs qui ont essayé de faire des trucs, des meufs qui ont essayé de faire attaque, bam, bam. Non, parce qu'à la fin, on va te juger que sur ton travail. Et il faut travailler. Une phrase de Nawel Madani qui me disait, faut travailler parce que le jour où tu as ton moment, faut être prêt. Voilà. C'est vrai. C'est tout. Le jour où tu as ton moment, faut être prêt. Et pour être prêt, faut être travaillé, c'est tout. Il n'y a pas de... Tout le monde a son moment. Il n'y a pas de secret. Ce que je dis à tous les jeunes artistes, même moi, quand je fais des petites masterclass, je leur dis, vous allez tous avoir votre moment. Vous allez tous ici dans cette salle avoir un moment donné votre fenêtre. Et juste quand tu es devant la fenêtre, il faut avoir des bonnes balles, quoi. Et viser dans le mille. Parce que c'est des... Et je le sais, même encore à mon niveau, hein. C'est des espèces de portes qui s'ouvrent et il faut être prêt à ce moment-là. Si tu ouvres la porte et que tu n'es pas prêt, bah, un coup de vent, hop, ça se termine. Et ça et faut attendre que ça fasse tout le tour pour qu'une autre porte revienne. Et ça, c'est le conseil que je donne vraiment, c'est travailler, faire les choses pour les bonnes raisons et pas croire que quand on est là-haut... J'ai cette phrase de Sarkozy qui disait l'autre jour, j'ai vu une interview, lui disait... Quand tu es un leader ou quand tu es tout en haut, bah, le vent il souffle plus haut en haut qu'en bas. Et effectivement, plus tu montes, plus le vent il souffle. Et il faut être bien accroché quand on monte.
parce que le vent, c'est pas le même qu'en bas. Donc, en fait... Plus puissant. Plus puissant. Donc, il y en a qui disent, ouais, il faut que je sorte vite du bas pour aller en haut. Mais quand tu arrives en haut, attention, parce que ça souffle. Faut assumer derrière. Ouais, faut assumer, ça souffle plus vite qu'en bas. Donc, il n'y a que le travail. Et quand tu es armé, que tu as le talent, que tu as travaillé, bah là, ouais, tu n'auras pas de problème, tu vas tenir. Mais si tu es un peu faible et que tu as fait que des petits coups de vis pour monter rapidement, bah, une bise et salut. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tarek dans les mois qui viennent, dans les années? Moi, franchement, la santé. La santé. Une longue vie à ma mère. Ça, c'est important. Amen. Exactement. Et puis, une belle tournée et puis un beau premier film, je pense, professionnellement parlant. Voilà. Tout le reste, plus important, c'est la famille, c'est la maman, c'est ma fille. C'est ça la vraie vie, en fait. Moi, je suis très attaché à la vraie vie. Alors, bien sûr, j'aimerais bien que la tournée fasse complète sur les 25 dates que j'ai. La tournée, c'est là. Ouais, c'est là, c'est en mars. Ça y est. C'est en mars, ça y est, c'est parti. Paris, c'est fini, là? Paris, j'ai fait une date complète au Café de la Danse, c'était super. J'en refais une au République au mois de mars. On va ouvrir la billetterie dans quelques jours. Et après, je pars en tournée de mars à juin dans toute la France. Bah écoute, moi en tous les cas, je te souhaite all the best. Merci. T'es prêt ou pas? Oui, toujours. Allez, on y va. Tu préfères faire une blague en plein direct sur Instagram ou sur scène? En plein direct sur Instagram. Tu préfères rencontrer un fan qui te cite toutes tes blagues ou un autre humoriste qui te donne un conseil de ouf? Un humoriste qui me donne un conseil de ouf. Insta ou TikTok? Insta. Tu préfères être invité à un grand festival d'humour ou tourner un film comique avec des acteurs connus? Bonne question. On n'a que des bonnes questions ici, d'accord. Non, mais celle-là elle est très bonne. Je sors du festival de Montreux, là, c'est dur. Tourner un film avec des acteurs de ouf, comiques. Ok. Tu préfères faire une vidéo drôle avec un autre humoriste ou une improvisation solo? Alors, si je pouvais faire une improvisation drôle avec Gad, ouais, ça, j'achète direct. Faire les enfants ou les adultes? C'est-à-dire faire les enfants. Faire les enfants ou les adultes par rapport à ton spectacle? Mais je préfère faire les adultes. Non, les enfants, des fois, ils me font de la peine. Quand je les vanne. Non, mais les enfants, tu sais jamais ce qu'ils savent. Je vais rien. Tu veux que je te raconte une anecdote par rapport à ça? Ouais, vas-y. Très rapide. Un jour, je joue au Paname et donc je fais toujours ma petite show au début. Je fais le tour des gens, je leur demande le nom, prénom, puis je fais 2-3 vannes. Et il y a une petite, je lui dis comment tu t'appelles? Elle me dit je m'appelle Galilée. Et je veux la vanner sur son prénom, Galilée. Et je lui dis mais c'est ta maman à côté qui t'a donné le prénom? Elle me dit non, ma maman elle est au ciel. Voilà. Fin du spectacle. Le spectacle s'est arrêté là, net. Horrible. Horrible. Scène en solo ou duo? Solo. Être comparé à un grand humoriste ou être considéré comme un original? Considéré comme un original. Jouer dans une émission de télé ou produire un podcast à ton nom? Produire un podcast à mon nom. Moi, j'ai envie de te dire, Tarek. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Johanna. Plaisir. C'était cool, hein? Moi, je te souhaite vraiment d'aller bien, bien loin, de réussir. Merci. D'être au top aussi avec ta fille. Merci. Et voilà. Moi, je te souhaite le meilleur aussi à toi aussi. Je te souhaite le meilleur et j'espère que tu viendras rencontrer un jour tous les élèves du cours. Mais avec grand plaisir. Les cas pour venir transmettre un peu tout ça, même si tout ce que tu viens de dire là sera vu. Avec grand plaisir. Voilà. Merci mille fois. Merci à toi, Johanna. Merci. Écoutez, si vous voulez retrouver cette émission, ce sera Au micro avec Johanna sur Instagram, Spotify, sur notre chaîne YouTube, sur Deezer. Merci mille fois et à bientôt.